Cette vidéo a pour but de rappeler l'essentiel de la théorie classique des poutres qui constitue le prérequis nécessaire à l'utilisation correcte du logiciel CSB. Ce sera aussi l'occasion de fixer quelques notations et de préciser les différentes quantités qui interviennent dans l'équilibre d'une poutre. Dans cette présentation, on reviendra sur la définition d'une théorie de poutre avant de préciser ce qu'on entend par théorie classique de poutre. Il s'agit d'un cadre précis et pour lequel la théorie de poutre de Saint-Venant, peu connue, constitue la référence. Et c'est cette théorie classique de référence qui est implantée dans CSB. Au passage, il est utile de préciser que les théories de poutre de Timoshenko ou de Bernoulli, ou simplement la RDM, ne sont que des formes approchées de la théorie de poutre de référence qu'est celle de Saint-Venant. On rappellera donc les équations qui gouvernent la théorie de poutre de Saint-Venant. On donnera alors ce qui distingue le cas d'une section homogène isotrope du cas d'une section composite quelconque. Enfin, comme pour toute théorie, on précisera son domaine de validité. Ce sera l'occasion d'évoquer l'influence des effets de bord dont on a l'habitude de s'affranchir en s'appuyant sur le principe de Saint-Venant. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une théorie de poutre? Pour y répondre, donnons-nous, juste pour la clarté de l'exposé, un exemple de problème de poutre. Il s'agit de l'équilibre d'une poutre console de longueur L, d'axe Z, de section constante S, soumise à une force volumique petit f, à une force surfacique grand H, appliquée sur sa section extrémité. On note G le centre de la section et XY les axes de la section. On note enfin sigma et xi les champs de contrainte et de déplacement correspondant à la solution tridimensionnelle élastique à l'équilibre. Il est tout d'abord important de préciser qu'une poutre n'est pas un milieu unidimensionnel, mais un solide tridimensionnel élancé selon une direction. Et une théorie de poutre est une théorie simplifiée qui utilise cette particularité géométrique pour fournir, via un système d'équations plus simple à résoudre, une solution 3D approchée pour la poutre. Enfin, la qualité d'une théorie de poutre ne vaut évidemment que par la qualité de la solution 3D qu'elle fournit. Pratiquement, on attend d'une théorie de poutre qu'elle conduise à une solution d'une qualité suffisante pour l'ingénierie de la construction. Voilà pour le cadre général d'une théorie de poutre. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par théorie classique de poutre? Pour le préciser, il est nécessaire de rappeler le fameux principe de Saint-Venant qui lui-même nécessite que soient d'abord précisées les actions extérieures et intérieures agissant au droit d'une section de poutre. On associe à la force surfacique grand H agissant sur la section extrémité son torseur résultant, noté F majuscule, et à la force volumique petit f, le champ linéique de torseur noté π. Par ailleurs, on définit le torseur des actions intérieures, noté T majuscule, comme le torseur résultant du vecteur contrainte sigma de Z, qui est la force surfacique agissant sur la section d'abscisse Z. Les composantes de ce torseur définissent les 6 efforts intérieurs classiques que sont les efforts tranchants, l'effort normal, les moments de flexion et le moment de torsion. Ceci étant, on peut maintenant énoncer le principe de Saint-Venant. Ce principe stipule que quand on s'écarte des bords, la solution 3D tend asymptotiquement vers une solution 3D intérieure qui ne dépend que du torseur des actions intérieures T. Et il faut rajouter aujourd'hui,
parce que cela a été établi que cette solution 3D intérieure est donnée par la solution tridimensionnelle de Saint-Venant. On dit d'ailleurs de la solution tridimensionnelle de Saint-Venant qu'elle représente pratiquement la solution 3D exacte loin des bords. On en vient à la définition d'une théorie classique des poutres. C'est une théorie de poutres dont l'objectif est uniquement d'approcher la solution tridimensionnelle intérieure ou encore la solution tridimensionnelle de Saint-Venant. Il apparaît ici qu'une théorie classique de poutres est intimement liée au principe de Saint-Venant. Les théories de poutres de Chimochenko, de Bernoulli ou simplement la RDM sont des exemples de théories classiques de poutres. Mais ces théories de poutres ne sont que des formes approchées de la théorie de poutres de Saint-Venant, qui est la théorie classique de référence, c'est-à-dire celle qui conduit à l'expression exacte de la solution tridimensionnelle intérieure. Mais la théorie de poutres de Saint-Venant est peu connue pour des raisons qu'on précisera plus loin. La théorie de poutres de Saint-Venant est une théorie de poutres qui est déduite de la solution tridimensionnelle de Saint-Venant et qui permet de remonter exactement à la solution tridimensionnelle de Saint-Venant ou encore à la solution tridimensionnelle intérieure. On va donc se concentrer sur cette théorie de poutres de Saint-Venant pour en préciser la portée et les équations qui permettent de l'exploiter. À l'origine, la solution tridimensionnelle de Saint-Venant a été formulée par Saint-Venant pour des sections homogènes isotropes. Récemment, cette solution tridimensionnelle de Saint-Venant a été étendue au cas d'une section composite absolument quelconque, c'est-à-dire de forme quelconque et constituée de matériaux anisotropes librement agencés. Et c'est cette évolution qui a remis la théorie de poutres de Saint-Venant complètement dans l'actualité. La tendance dans les nouvelles technologies de la construction est en effet le recours aux poutres de section de plus en plus hétérogènes pour profiter des avantages de chacun des matériaux disponibles sur le marché. Dans le logiciel CSB, c'est cette version étendue de la théorie de poutres de Saint-Venant qui est implémentée. Cela permet à CSB de répondre à un très large champ d'application. Maintenant, comment s'exprime cette théorie de poutres de Saint-Venant? Dans cette théorie, les actions extérieures et intérieures agissant au droit d'une section sont réduites à leur torseur résultant, c'est-à-dire à des quantités unidimensionnelles ne dépendant que de l'abscisse Z de la poutre. Il s'ensuit par dualité que le mouvement généralisé 1D de la poutre est aussi décrit par un champ de torseur noté grand U, dont les éléments de réduction s'interprètent comme décrivant la rotation et la translation de la section. Et il s'ensuit aussi, ou par là même, que la déformation associée à ce mouvement est donnée par la dérivée du torseur de déplacement. Dans la théorie de poutres de Saint-Venant, ces différentes quantités 1D sont gouvernées à l'équilibre par un ensemble d'équations 1D. Ce système d'équations 1D, exprimé ici sous forme compacte en termes de torseur, précise les équations d'équilibre local, le comportement et les conditions aux limites en force et en déplacement. Dans ces expressions, l'exposant prime désigne la dérivée par rapport à Z. Ce même système d'équations 1D peut aussi être formulé sous forme vectorielle. Dans ce système, le comportement 1D de poutre est donné par un opérateur linéaire lambda qui exprime ici la relation entre les actions intérieures et les déformations correspondantes. Il est établi que cet opérateur lambda, qui pratiquement s'exprime par une matrice 6,6,
ne dépend que de la nature de la section, forme et matériaux, et pas du problème posé. L'opérateur lambda est une caractéristique de la section. À l'équilibre, pour un problème bien posé, ce système d'équations 1D conduit à une solution 1D en termes de mouvement et d'action intérieure 1D. Cette solution 1D permet à son tour de générer la solution tridimensionnelle de Saint-Venant, laquelle représente exactement la solution 3D intérieure. Une propriété fondamentale de cette solution de Saint-Venant est d'être linéaire par rapport aux 6 efforts intérieurs. Si on note de manière générique les 6 efforts intérieurs par grand XI, l'expression de la solution tridimensionnelle de Saint-Venant en termes de contraintes et de déplacement s'écrit sous la forme suivante. L'interprétation de ces deux expressions permet de faire apparaître des propriétés importantes. La linéarité du champ de contrainte par rapport aux 6 efforts intérieurs fait clairement apparaître que chaque effort intérieur grand XI contribue au champ de contrainte selon un champ de contrainte qui lui est particulier. Notez ici sigma I en bleu. Une propriété importante qu'il faut retenir est que ces 6 champs de contrainte particuliers aux 6 efforts intérieurs ne dépendent pas du problème de poutre posé, mais uniquement de la nature de la section. Ce sont des caractéristiques de la section, tout autant que l'opérateur lambda du comportement 1D. Quant au champ de déplacement de Saint-Venant, il comporte deux parties que l'on interprète comme traduisant le mouvement de solide de la section, puis la déformation de la section. Ce résultat montre clairement que le terme de déformation est linéaire par rapport aux 6 efforts intérieurs. Cela veut dire que chaque effort intérieur XI apporte sa contribution à la déformation de la section selon un mode de déformation type donné par le champ vectoriel MI en bleu. Une propriété importante est que ces 6 modes de déformation type ne dépendent pas du problème de poutre posé, mais uniquement de la nature de la section. Ce sont aussi des caractéristiques de la section, tout autant que l'opérateur lambda et que les 6 champs de contrainte type sigma I. On dit de ces modes MI qu'ils caractérisent la déformabilité de la section. En définitive, les équations qui gouvernent la théorie de poutre de Saint-Venant peuvent être résumées dans cette diapo. Ces équations ont fait apparaître plusieurs quantités qui ne dépendent que de la nature de la section, à savoir l'opérateur 6,6 de comportement lambda et, pour chacun des 6 efforts intérieurs, un champ de contrainte de section et un mode de déformation de section. Ces caractéristiques de section sont ici appelées caractéristiques mécaniques de section parce qu'elles constituent autant d'informations sur la mécanique de la section compte tenu de sa forme et des matériaux qui la constituent. Dans la mesure où ces caractéristiques mécaniques de section ne dépendent pas du problème posé sur la poutre, il est possible pour une section donnée qu'elle soit calculée une bonne fois pour toutes. Et c'est en effet ce que réalise de manière automatique le module de calcul de section du logiciel CSB. Maintenant, pour peu que l'on dispose des caractéristiques mécaniques d'une section, l'opérateur lambda permet d'assurer le calcul de la solution 1D du problème 1D de poutre. Et cette solution 1D permet aussitôt de générer la solution tridimensionnelle de Saint-Venant en termes de contraintes et de déplacement, cela juste en utilisant les contraintes de section et les modes de déformation de section dont on dispose sans qu'il n'y ait quelque chose à résoudre. Il est enfin important de souligner
que ces équations de Saint-Venant sont formellement valables pour une section quelconque, forme et matériaux. En fait, ce qui différencie une section homogène d'une section composite, ce sont uniquement les expressions des caractéristiques mécaniques de section. Voyons dans un premier temps ce que valent ces caractéristiques de section pour le cas d'une section homogène isotrope. Pour le cas d'une section homogène isotrope et de forme quelconque, on peut montrer que le comportement indé en termes de rigidité s'exprime dans le repère principal d'inertie par la matrice 6,6 suivante. Les composantes de cette matrice font apparaître, en dehors du module Young E et du module de cisaillement G, les constantes classiques de section, à savoir l'aire de la section, les moments d'inertie, la constante de torsion, les sections réduites d'efforts tranchants et les coordonnées du centre de cisaillement ou de torsion. Dans la matrice de comportement, les termes hors de la diagonale, qui dépendent directement de la position du centre de cisaillement, traduisent un couplage de flexion-torsion. Pour une section doublement symétrique, le centre de cisaillement serait confondu avec le centre d'inertie et la matrice serait diagonale. Maintenant, qu'en est-il des champs de contrainte et des modes de déformation? Pour le cas homogène isotrope, le champ de contrainte de Saint-Venant indique que les composantes dans le plan de la section sont nulles, les 4 zéros. Par ailleurs, les composantes non nulles qui sont linéaires par rapport aux efforts intérieurs se traduisent par une contrainte axiale qui ne dépend que de l'effort normal et des moments de flexion, et un vecteur cisaillement qui dépend des deux efforts tranchants et du moment de torsion. Si la contribution des efforts intérieurs est explicite et particulièrement simple pour la contrainte axiale, ce n'est pas du tout le cas pour les cisaillements. En effet, en dehors de rares cas de section, dont celui circulaire, il n'existe pas pour les cisaillements associés aux efforts tranchants et aux moments de torsion de forme analytique. Ces cisaillements dépendent de la nature de la section, forme et matériaux, et ne peuvent pratiquement être évalués que numériquement. Quant au mode de déformation de section, il est établi que ceux qui sont associés à l'effort normal et au moment de flexion conduisent uniquement à des déformations dans le plan de la section, pour traduire les effets Poisson, et que les modes associés aux efforts tranchants et au moment de torsion ont lieu hors plan, pour traduire un gauchissement de section. Pour illustration, examinons les caractéristiques de section d'un exemple de section homogène isotrope. Voici pour une section rectangulaire homogène isotrope. À gauche, le champ de contrainte axiale correspondant à un moment de flexion autour de l'axe X. Chacun reconnaîtra la variation linéaire de la contrainte axiale. Et à droite, le champ de contrainte de cisaillement pour un effort tranchant selon Y, qu'on a l'habitude de décrire approximativement par une parabole, ce qui est acceptable, du moins pour cette section. Il ne s'agit là que de deux champs de contrainte de section, donnés à titre d'exemple, mais le module de section fournit, pour chaque effort intérieur, les champs de contrainte associés aux 6 composants du tenseur contrainte, mais il serait laborieux de les afficher. Et voici les 6 modes de déformation de section, dans lesquels il apparaît que l'effort normal et les moments de flexion conduisent à une déformation dans le plan de la section traduisant les effets Poisson, alors que les efforts tranchants et le moment de torsion conduisent au gauchissement de la section. Passons aux caractéristiques mécaniques de section d'une section composite. Si pour une section homogène isotrope, il a été possible d'expliciter quelques résultats, pour le cas composite quelconque, il n'existe pas de forme analytique à montrer. On se contentera donc de souligner quelques différences importantes entre le cas homogène isotrope et le cas composite quelconque.
Pour une section composite quelconque, la matrice 6,6 du comportement ND peut être pleine, où chaque terme hors de la diagonale témoignera d'un couplage particulier. Une section composite à phase anisotrope peut conduire à plusieurs couplages entre traction, flexion et torsion. Quant au champ de contrainte, contrairement au cas homogène isotrope, les composantes dans le plan de la section, les composantes en rouge, ne seront plus nécessairement nulles et pourront être du même ordre de grandeur que les autres. Enfin, pour les modes de déformation de section, chacun des 6 efforts intérieurs donnera lieu à une déformation généralement dans l'espace, traduisant effet Poisson et gauchissement. Pour illustration, voici quelques caractéristiques de section pour un exemple de section composite stratifiée. La section est constituée d'un empilement de différentes orientations d'un même pli isotrope transverse. Il s'agit d'une section composite stratifiée dite à symétrie miroir. Pour ce cas de section, on peut montrer que la matrice de comportement ne présente que 2 types de couplage. Un couplage de traction-flexion et un couplage de flexion-torsion. Ce type de section dit à symétrie miroir est en particulier connu pour le couplage de flexion-torsion important qu'il génère. C'est pourquoi on s'intéressera en particulier au champ de contrainte de section que génèrent précisément le moment de flexion et le moment de torsion. Voici les champs de contrainte axiale et de cisaillement associés au moment de flexion. Les champs de contrainte sont affichés par matériau, c'est-à-dire ici par couche. Les résultats montrent bien qu'un moment de flexion conduit non seulement à des contraintes axiales, mais aussi à des cisaillements. Et cela est dû au couplage flexion-torsion. On notera que les contraintes axiales sont linéaires par morceau et que le cisaillement est maximal au niveau des interfaces dans les plis à 30 degrés. De manière réciproque, le couplage va aussi se retrouver dans les champs de contrainte associés au moment de torsion, à savoir des cisaillements à droite, et ça c'est normal, mais aussi des contraintes axiales à gauche, et il s'agit de contraintes dont les valeurs sont du même ordre. Pour cette section stratifiée, les 6 modes de déformation de section se manifestent dans l'espace. Ils ont cependant été ici artificiellement scindés en une partie plane traduisant des effets Poisson et une partie antiplane traduisant les gauchissements de section. On remarquera que le moment de flexion MX et le moment de torsion conduisent à des modes de déformation tout à fait similaires. Cela témoigne encore une fois du couplage flexion-torsion dans la déformation de la section. Cette dernière illustration met fin à la présentation de la théorie classique des poutres de référence qu'est la théorie de poutres de Saint-Venant et qui est donc applicable aux sections tant homogènes, isotropes que composites quelconques. Maintenant, force est de constater que la théorie de poutres de Saint-Venant que nous venons de décrire est peu connue, voire pas du tout, en particulier pour le cas composite. L'explication est la suivante. La théorie de poutres de Saint-Venant est la version exacte de la théorie classique des poutres, c'est-à-dire celle qui ne concède aucune hypothèse supplémentaire à la modélisation des actions extérieures et intérieures, et qui permet de générer l'exacte solution tridimensionnelle intérieure qu'est la solution tridimensionnelle de Saint-Venant. Cette théorie de poutres est de plus valide quelle que soit la nature de la section, homogène isotrope ou composite quelconque. Cependant, l'application pratique de la théorie de poutres de Saint-Venant nécessite de disposer au préalable de toutes les quantités de section que sont les caractéristiques mécaniques de section que nous avons identifiées, et cela quelle que soit la nature de la section. Mais ces quantités ne sont pratiquement accessibles que numériquement. Et c'est d'ailleurs déjà le cas pour une section homogène isotrope quand il s'agit de déterminer les cisaillements des efforts tranchants.
À défaut d'ordinateurs et de méthodes numériques appropriées, des méthodes de calcul ont été proposées pour approcher ces quantités de sections. Cela a donné lieu à des techniques de calcul et des formules pratiques qui ont, depuis quelques décennies déjà, permis de répondre aux exigences de la construction. La théorie de poutre de Saint-Venant, déclinée avec ses différentes méthodes approchées, qui incluent plusieurs hypothèses simplificatrices, dont principalement l'indéformabilité de la section et la forme des champs de cisaillement, a donné lieu aux théories de poutre qu'il est commun d'associer à Timoshenko et Bernoulli. Aujourd'hui, chacun dispose d'un PC permettant l'exploitation effective de la théorie de poutre de Saint-Venant. Et il est grand temps qu'elle devienne pratiquement accessible à l'ingénieur. C'est ce que propose le logiciel CSB, et cela quelle que soit la nature de la section, homogène ou composite. Maintenant, comme toute théorie, la théorie de poutre de Saint-Venant a un domaine de validité qu'il faut préciser. En adéquation avec le principe de Saint-Venant, la solution de Saint-Venant n'est valable que loin des bords. Mais le principe de Saint-Venant ne nous donne pas d'informations réelles quant à l'étendue des effets de bord. Mais alors, qu'en est-il ? Ils dépendent des conditions en force qui, en ne retenant que la résultante d'une action extérieure, ne distinguent pas deux actions de même résultante et ne détectent pas une action de résultante nulle. Quant aux conditions d'appui, elles ne portent que sur le mouvement global de la section et pas sur sa déformation. La nullité du mouvement global d'une section ne permet pas de considérer un réel encastrement. En fait, l'ampleur et l'étendue des effets de bord dépend des conditions en force et en déplacement, mais aussi de la nature de la section, forme et matériaux. Il est vrai que l'influence des effets de bord s'estompe quand l'élancement de la poutre devient important. Cependant, il existe des cas pratiques dans la construction pour lesquels les effets de bord ne peuvent être négligés. L'exemple le plus connu est certainement le cas de la torsion d'un profilé mince ouvert pour lequel l'effet d'encastrement ne peut être négligé. Pour ce cas, la solution de Saint-Venant donne un gauchissement constant selon l'axe de la poutre et uniquement des contraintes de cisaillement. La réalité est que le gauchissement de la section, libre d'un côté, est empêché à l'encastrement. Il est donc réellement variable. Par ailleurs, le fait que le gauchissement soit empêché à l'encastrement génère des contraintes axiales qui sont d'autant importantes que la section est apte à gauchir, et c'est effectivement le cas pour les sections minces ouvertes. Le premier à avoir donné la solution à ce problème est Vlasov. Sa théorie est désignée par la torsion gênée de Vlasov. Dans CSB, la prise en compte des effets de bord est prévue et deux méthodes de résolution sont proposées. Une résolution selon la théorie de poutre de Saint-Venant, c'est-à-dire de manière classique, et une résolution selon une théorie de poutre, appelée RBT, comme Refined Beam Theory, qui va au-delà de celle de Saint-Venant pour rendre compte des effets de bord. Une vidéo est dédiée à la présentation de cette théorie RBT. Pour l'instant, on dira de RBT qu'elle peut être vue comme une large généralisation de la théorie de Vlasov dans laquelle on ne se restreint pas au cas de la torsion ni au profilé mince ouvert. Pour conclure, que faut-il retenir? CSB utilise pour théorie classique de poutre la théorie classique de référence qu'est celle de Saint-Venant qui permet d'obtenir exactement la solution tridimensionnelle loin des bords en termes de déplacement et surtout en termes de contraintes. Et cette théorie de poutre de Saint-Venant est valable pour une poutre de section absolument quelconque.
Même si cela est implicite, il n'est pas inutile aussi de préciser que pour la théorie de poutre de Saint-Venant, la section est librement déformable. Par ailleurs, pour le cas hétérogène ou composite, il n'y a pas de recours à une étape d'homogénéisation des matériaux de la section. Enfin, on retiendra de plus que les théories de poutre associées à Timoshenko ou Bernoulli, ou simplement la RDM, ne sont que des formes approchées de la théorie de poutre de Saint-Venant. Ces théories de poutre ont cependant le mérite, depuis les années 30-40, d'avoir apporté à l'ingénieur les techniques de calcul dont il a eu besoin pour réaliser toutes les constructions que nous connaissons. La solution de Saint-Venant apporte la solution dans la majeure partie d'une poutre si les effets de bord restent bien confinés au bord. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les effets de bord peuvent s'étendre de manière importante et remettre en cause la solution de Saint-Venant. C'est pourquoi, dans CSB, deux méthodes de résolution, qualifiées de classiques ou d'avancées, sont proposées. Selon la théorie de poutre de Saint-Venant, c'est-à-dire sans prise en compte des effets de bord, ou bien selon une théorie de poutre appelée RBT, qui va au-delà de celle de Saint-Venant pour rendre compte des effets de bord. Cette vidéo dédiée à la présentation de la théorie classique de poutre qui est utilisée dans CSB est terminée. La prochaine vidéo présente l'essentiel de la théorie RBT. Elle s'intitule « Une théorie non classique de poutre ».